Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed 23 dans la peur extrême, Social Index qui est toujours bloqué et le Market Order Flow. Ce matin 9h25 que j'enregistre l'émission qui est plutôt en recherche d'achat ce vendredi. Donc pour l'instant, j'ai un biais baissier. Je vois que ça veut aller vers le bas, mais je suis conscient que ça peut faire, que le marché peut faire ce qu'il veut. Qu'on a eu un beau rallye hier et on a eu un beau rallye sur les supports. Est-ce que les bears ont envie d'attaquer le support? C'est ça la question. S'ils n'ont pas envie, s'ils attendent que les boules se fatiguent, on peut très bien avoir un rebond pour faire quelque chose comme ça plus tard. Et donc avec un mois de mai pas trop mal. Ça serait, je dirais que ça serait une grosse opportunité pour tous ceux qui sont en train de hold des perdants là. Et à mon avis, l'opportunité à saisir pour sortir du marché, genre en mois de juin, là, si jamais il y a rebond, il faudra peut-être y penser avant d'être trop foncièrement bullish. Mais on les perd pas ces 40K. Donc pour l'instant, 39 000, 38 000, tout ça, pour moi, c'est pas perdu. Hein. C'est juste, ça galère. Donc ça peut très bien être de l'accumulation passive. Donc voilà, donc un moment intéressant. Du coup, là, en weekly, là pour l'instant, on est sur un doji. La semaine va se terminer. J'ai bien l'impression que Sam et ses potes, ils ont envie que ça aille vers le bas. Donc pourquoi pas nous faire une petite frayeur du côté des 37 000. À 37 000, tout le monde lève les bras en l'air, c'est garanti. Parce que c'est, ça y est, c'est le Black Swan, quoi. Et éventuellement, soit là, c'est vraiment le Black Swan, mais il faut se préparer au coup de poing dans la gueule. C'est quoi la théorie du coup de poing dans la gueule? C'est que tout le monde est en train d'annoncer le Black Swan, et puis d'un coup, ça se met à partir très fort, et tellement fort que ça te met un coup de poing dans la gueule, et que tu es complètement KO, que tu es complètement saisi, que tu comprends pas ce qui t'arrive. Et quand je dis t'es saisi, c'est un saisissement, c'est-à-dire en gros, tu es paralysé. Là, la clôture weekly va être assez importante, ok, puisque pour l'instant, on a eu le W weekly, il n'y a pas de problème. Donc en weekly, on a quitté cet état baissier. Pour l'instant, là, on est dans une dynamique haussière en weekly. On est bien d'accord. Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant. On est toujours dans la recherche d'un creux ascendant. Pour moi, le bottom a été posé à 33 200 $. Bien évidemment, tant qu'on le maintient, tant qu'on maintient le W. Le W, c'est une structure de bottom. Si on l'avale, à ce moment-là, c'est assez bearish et donc il y aura de grandes chances d'aller sous les 28 000 $. Mais pour l'instant, tant que ce W tient, ça sert à rien de crier au loup et de dire oui, on va aller sous 33 000. Pour l'instant, non. En termes de probabilité, ça veut pas dire qu'on va, si c'est des probabilités, mais ce W weekly témoigne justement d'une grosse force du Bitcoin dans cette zone où on refuse d'aller sous cette zone de prix. Là, ça, on refuse d'aller dessous. Et là, on le voit bien en plus, en termes de corps de chandelle, ça se voit bien, il y a vraiment une grosse défense du prix sur ce niveau extrêmement important des 37 700 qui est vraiment très bien maintenu. Si on commence à s'installer sous ça, là oui, ça commence à puer parce que les acheteurs ici vont vraiment être menacés. Et ça voudrait dire que le mec ou les mecs qui arrivaient à tenir le marché ici ont cédé et ne le tiennent plus. Donc là, ça sera vraiment mauvais. Mais tant qu'ils le tiennent, pas de problème. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est très très simple. On est toujours dans notre canal haussier. Donc là, j'ai redéplacé un tout petit peu comment ça s'appelle? Oula, la trendline, j'ai eu du mal et on peut encore la décaler un petit peu jusqu'à cette mèche. Par contre, après, les gars, c'est fini, on peut plus gratter, c'est fini, ou sinon c'est plus de l'analyse technique, c'est se mentir à soi-même, ok? Donc là, on est toujours dans notre canal, on peut très bien continuer à slider dessus avant de repartir, ça c'est pas un problème. Ou on peut très bien rebondir, repartir ou passer à travers et là aller chercher les 33 000 $ et peut-être les 30 000 $. Voilà, là c'est les trois scénarios. Mais moi je privilégie lequel? Mais le scénario haussier. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre zone de rechargement. Ensuite, on est pile sur la trendline. Donc déjà, voilà, ça fait deux confluences qui me montrent qu'on devrait monter. Après, attention, comme je le dis souvent, il me faut 3 confluences. Du coup, il faudra qu'on regarde niveau order flow pour être OK. Surtout que là, comme vous pouvez le voir, on a un début de W, mais on l'a pas encore. Il faudra vraiment, je me trompe de touche, il faudra vraiment qu'on arrive à casser, donc là je vous donne le niveau, les 40 815 $.
Sur l'Ethereum, moi je continue de penser que dans les prochaines semaines, on devrait aller chercher les 4625 $ qui correspondent à la hauteur de ce très grand triangle qui a été cassé à la hausse, reporté à l'endroit de cassure. Donc pour l'instant, tant qu'on ne fait pas de nouveaux plus bas par rapport à celui-ci et qu'on fait du coup des plus bas de plus en plus haut, eh bien moi je pense qu'on devrait continuer cette tendance haussière qui s'est installée avec du coup un retour au-dessus du nuage. Et si on casse donc cette trendline à 3761, ça devrait déclencher une dynamique haussière en direction directement des 4625. Donc bien surveiller l'évolution du prix à l'intérieur de ce pattern. Si on casse par le bas, bien sûr, ça deviendra compliqué parce qu'on fera un nouveau plus bas par rapport à celui-ci et qu'on aura de fortes chances d'aller chercher les 2168. Mais dans l'immédiat, je pense plutôt qu'on devrait recasser tout ça à la hausse pour suivre cette tendance haussière en direction des 4625. Donc quand le dollar monte, le Bitcoin descend. Et là, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Donc là, c'est du très long terme, les gars. C'est weekly. Le weekly, le début du graphique, c'est 2015. Donc mi-2015. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est très simple. On descend fortement, d'accord ? Grosse chute du Dixie, du dollar. Et on a eu le bull run de 2017, juste ici. Ensuite, ici, pareil, on redescend. Alors attendez, je vais faire l'entre-deux quand même. Ensuite, le dollar fait un bottom, un W, et repart et reprend de la valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les cryptos ? On a eu un bear market. Ensuite, on a trouvé un top, juste ici. Et ensuite, le dollar a reperdu de la valeur. Et il s'est passé quoi ? Sur le Bitcoin, on est remonté, on a refait notre rallye haussier. Ensuite, exactement la même chose. Le dollar reprend de la valeur. Le Bitcoin a une grosse chute ici, donc là on a eu une accélération complètement débile, mais on s'est vite fait rattraper. Pourquoi ? Parce que on a eu une deuxième accélération haussière du dollar. Du coup, il s'est passé quoi ? Petit bear market en time frame daily, même début weekly, juste ici, d'accord ? Donc après, on peut très bien latéraliser et avoir un bear market sur plusieurs mois. On peut très bien monter au-dessus, donc tout péter les supports, les résistances et faire un bear market pendant beaucoup de temps. Mais là, les probabilités nous disent que on devrait normalement, peut-être se faire rejeter et commencer un nouveau bull run, donc un nouveau rallye haussier. Par contre, attention, je ne parle pas de time frame. Là, ça se trouve que ça pourrait être demain, que là on se fait vraiment rejeter et qu'on recommence à prendre de la valeur petit à petit. Ça sera pas d'un coup, parce qu'à chaque fois que donc on commence à faire les runs, c'est sur plusieurs mois, les gars. Donc, par exemple, tout le mois de 2020, on latéralise avant de répéter tous les niveaux et refaire un ATH. Voilà, ça c'est possible. Comme je dis, 2022, 2023, mais ça peut être 2023, 2024. Ok, en plus, ça sera corrélé à 2024 avec le prochain halving. Bon, voilà, en tout cas, ça c'est une théorie. Le pessimisme qui est à un pic historique au niveau des marchés, puisque les deux fois qu'on a atteint un tel pic de pessimisme, eh bien c'était au moment de la crise des subprimes et autour de 1990 avec une énorme récession et un pic d'inflation. Donc voilà. Tout mis bout à bout, on pourrait avoir une continuation de cette bérésinée ambiante au niveau du marché US, mais c'est pas si catastrophique que ça en a l'air. Et quelque part, le fait que tout le monde soit aussi pessimiste, ça veut peut-être dire que voilà, on en verra probablement le bout dans les prochaines semaines. Après, le souci, c'est que, comme vous le savez, le macro mondial reste absolument dégradé et nous, on a toujours la régulation aussi qui nous pèse très largement sur les cryptos. Donc, comme on dit souvent, là, toutes les étoiles ne sont pas totalement alignées, loin de là. Pourquoi le Dixie augmente autant ? Et ça, c'est la question principale qu'on doit se poser, c'est-à-dire dans quel état est l'économie américaine et pourquoi le Dixie augmente autant. Le Dixie augmente à ce point-là, et vous voyez là une énorme parabole, on voit rarement des bougies en un mois qui sont à ce point-là bullish. Tout simplement parce que l'argent ne sait pas où aller. Et ça, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que vous avez $1. Tout le monde en ce moment ne rentre ni sur les obligations, ni sur les assets à risque. On est plutôt même en sortie de ces assets. Et tout simplement, le dollar ne sait pas où aller. Je vous le montre, si je vous montre les taux à 10 ans, on ne rentre pas ici sur les obligations. Non plus, tout simplement parce que ici, vous voyez que les taux à 10 ans sont, oui, certes bull, mais en fait, ça c'est l'effet inverse qu'on voudrait. C'est-à-dire que si tout le monde voulait des taux à 10 ans, on en voudrait à des prix qui sont bien moindres que ça. On augmente les taux pour pouvoir attirer les capitaux vers les bons du trésor américain. Ici, vous voyez le prix des taux, donc un ETF qui est basé sur le prix des taux, et vous voyez cette épaule tête épaule ici avec une target là à 108. Ça veut dire que personne ici n'a confiance dans l'économie américaine, n'a confiance dans sa capacité à rembourser ses emprunts. Ça, c'est comme ça qu'il faut le voir.
Le hash rate qui est plus haut que jamais, donc c'était il y a 20 heures, on vient de faire un nouveau all-time high, c'est-à-dire un nouveau point haut qui n'avait jamais été atteint. Le réseau du Bitcoin est plus sécurisé et va mieux que jamais. On a aussi la Google Trend, ça fait longtemps que je n'étais pas venu la chercher, la Google Trend qui est vraiment basse, qui est vraiment très très basse. Alors on est toujours plus haut en fait que les points qu'on faisait en octobre 2020, vous voyez, avant le bull run. Mais on reste très très bas comparé à ce qu'on a eu dans le passé 2021. Et c'est tout à fait logique parce que je vous montre après un tweet qui montre un peu pourquoi l'euphorie est très très plate. Parce que ça fait 5 mois qu'on fait rien, ça fait 5 mois qu'on descend, il n'y a pas vraiment de bonnes news. Et c'est pour ça que le marché est très calme. Mais si vous continuez à suivre en tout cas les vidéos, tout ce qui est la cryptosphère, et en fait vous continuez à apprendre si vous voulez durant ce genre de période, et c'est là où vous allez être le plus fort pour la suite quand ça va repartir. Vous avez d'ailleurs dans l'onglet documentation sur le Discord, pour ceux que ça intéresse, je vais essayer de les trouver. Vous avez en fait un listing qui avait été fait par Floppy, par Kakemono, Komakino, qui répertorie l'intégralité des cryptoactifs qui sont abordés sur les rois du Bitcoin. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est dans l'onglet documentation, et vous les avez. Vous faites juste un CTRL F, en réalité c'est des dizaines de pages et des dizaines de pages. Merci à eux pour votre travail au quotidien, c'est extrêmement sympathique. Vous mettez par exemple ADA, et ADA on va le retrouver par exemple, on en avait parlé le 9 avril de Vilmat 2. Pour ADA, on en a parlé 9 fois. La première fois qu'on en avait parlé, c'était en octobre 2021. Donc on en a parlé 9 mois de ADA. Si ADA vous intéresse et vous êtes à l'intérieur d'ADA, vous pouvez reprendre en fait sur ce petit fichier les vidéos en cliquant directement sur le lien. Ça vous renvoie directement sur la vidéo où on parle d'ADA. Comment devenir millionnaire en 24 heures à coût de 6 centimes sur Solana. Comme ça, c'est sûr, ça sonne plutôt bizarre. Mais écoute bien cette incroyable histoire. Comme vous le savez déjà, Solana a été lancé en avril 2019 et c'est rapidement devenu une des blockchains les plus importantes en termes de contrats intelligents et donc de concurrence de l'Ethereum. Mais alors voilà, une faille a été découverte sur Solana et elle permettait tout simplement de créer de l'argent à partir de rien. Donc le 26 avril, les équipes de chercheurs d'OtterSec ont publié un rapport complet qui revient sur leur découverte surprenante. Et tout a commencé quand un de leurs chercheurs était en train de développer un outil qui visait à calculer le prix des différents jetons de Solana en fonction du prix du sol. Et ça, en fait, pour créer un bot d'arbitrage. Et c'est là qu'il est arrivé à la conclusion suivante. Soit sa recherche graphique était erronée, soit il était possible d'obtenir une tonne d'argent à partir d'absolument rien. Et quand il a analysé les résultats, il s'est rendu compte qu'il était vraiment possible de générer des bénéfices en partant de rien. Il a donc commencé à fouiller en profondeur pour comprendre sa trouvaille. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que l'éventuelle faille concernait les stablecoins. Il s'est donc penché sur le code de la librairie liée aux stablecoins et c'est là qu'il a découvert la fonction problématique. La fonction qui permettrait de devenir millionnaire à coût de 6 centimes. Donc pour tester la faille, il a créé un petit programme qui permettait d'échanger de petits montants de SBTC vers du REN-BTC et inversement. Et après avoir laissé tourner son programme pendant quelques temps seulement, le résultat était sans appel. En effet, donc au début, il est parti de 154 SBTC ainsi que 2325 REN-BTC et à la fin, il avait plus de 22 790 SBTC et 27 825 REN-BTC, soit un gain de 48 000 jetons. Et en fait, son logiciel envoyait des transactions de 6 centimes, à un rythme effréné de 200 transactions par seconde, ce qui fait donc 12 $ par seconde, 720 $ par minute, ou encore de quoi devenir millionnaire en seulement 24 heures. Malheureusement, tu ne pourras pas chercher cette faille, elle a déjà été corrigée. Mais ça fait plutôt peur concernant l'écosystème du Solana qui avait déjà été face à une autre faille au mois de décembre, qui avait même mis en péril 2,6 milliards de dollars. Et c'est plutôt inquiétant de se dire que dans l'écosystème de la crypto, il y a sûrement encore pas mal de failles du même genre. La Banque centrale de Cuba a décidé dès à présent de légaliser les services en crypto-monnaie via une législation qui réglemente la délivrance de licences aux entreprises qui souhaitent justement exercer des activités en lien avec les cryptos. C'est donc un pas de plus vers l'adoption du Bitcoin pour ce pays qui avait, dès le 15 septembre 2021, autorisé les paiements en crypto-monnaie au sein de ses frontières. La filiale, ou plutôt le groupe en fait qui développe tout ce qui est réalité virtuelle chez Facebook, et bien cette filiale, ce groupe plutôt, vient de dépenser 2,9 milliards de dollars. En fait, ils ont eu 2,9 milliards de dollars de pertes au cours de ce trimestre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déficitaire. Ils investissent massivement dans le futur de Meta. Ce qui est énorme aussi, ce qui m'a choqué, vous savez, il y a combien d'employés chez Facebook qui travaillent dans ce Reality Labs? Donc pour développer les métaverses, il y en a 17 000, c'est énorme, c'est sûrement plus que tous les développeurs de métaverses sur tout l'écosystème crypto, enfin c'est énorme, c'est plus que... Enfin, c'est juste hallucinant, ce 17 000 personnes
3 milliards de dollars par trimestre qui sont dépensés dans la création de métaverse. C'est juste énorme. Et ils disent en fait, pour lui, l'investissement qui est fait maintenant, c'est pas pour la prochaine année, c'est pas dans 2 ans. Il dit en fait, on est sur un horizon de 2030. On est en train de poser les bases pour la décennie en fait 2030 et tout ce qui va se passer à ce niveau-là. On va maintenant s'attarder sur la banque BlackRock qui lance un ETF sur le secteur de la blockchain et qui déclare même que la crypto-monnaie serait l'une des 3 plus grosses opportunités. Pour rappel, BlackRock c'est un des plus grands gestionnaires d'actifs à travers le monde. Certains pensent même que ça serait eux les véritables dirigeants du monde entier. Donc c'est vraiment une nouvelle incroyable pour la crypto. Et ce nouvel ETF va permettre donc aux investisseurs une exposition aux crypto-monnaies ainsi qu'à la blockchain. Et ça bien sûr comme tous les ETF sans avoir besoin de posséder directement des actifs numériques. On rappelle également qu'à l'heure actuelle, BlackRock gère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs. T'as bien entendu plus de 10 000 milliards. Et ce nouvel ETF, donc de 4,7 millions de dollars pour l'instant, ne détiendra pas directement de la crypto ou encore des actifs numériques. Mais il sera plutôt calqué donc sur un ensemble de sociétés internationales qui sont elles-mêmes impliquées dans la crypto. Et dans cet ETF, on retrouvera 41 positions différentes. Les plus importantes sont bien entendu donc Coinbase qui représente 11,45% du fonds. Suivi de près de Bitcoin Marathon, donc Digital Holding, ainsi que de Riot Blockchain, qui représentent respectivement 11 et 10%. Voilà, et à l'heure actuelle, cet ETF affiche une position de trésorerie très saine de 9% en dollars américains. Et en plus des déclarations donc liées à ce nouvel ETF, BlackRock a publié un rapport complet qui décrirait les 3 principaux domaines du marché qui subissent actuellement des changements permanents. Et dans ce document, BlackRock se montre extrêmement optimiste. Ils affirment par exemple que la plupart de l'attention dirigée vers les actifs numériques se concentre sur le prix et la volatilité, alors que la vraie valeur de la blockchain est encore à réaliser pleinement. Voilà, et ils pensent que la plus grosse opportunité serait de tirer profit donc des systèmes de paiement, des contrats et de la consommation au sens large. Ils notent également qu'à l'heure actuelle, plus de 87 pays sont en train d'explorer la technologie de la blockchain. Et on rappelle qu'ils avaient également participé à un tour de table à plus de 400 millions de dollars avec l'entreprise Circle. Ça y est, Poutine nous a dit maintenant, si vous voulez du gaz russe, excusez-moi, vous le payez en roubles et finalement la dépendance en Europe est telle par rapport au gaz russe et les excédents de gaz américain qu'on envoie par bateau, c'est-à-dire c'est du GNL comme du GPL mais dans des bateaux qu'on envoie, n'est pas suffisant bien entendu et est beaucoup trop cher pour nous. Donc là à l'instant T, vous avez pas mal de pays et surtout de firmes bien entendu européennes et là c'est les Allemands qui ont donné le pli, qui ont plié il y a de ça quelques jours. Poutine a dit bah non, moi j'accepte pas les dollars, j'accepte pas les Deutschmark. Si vous voulez payer votre gaz, vous le payez en roubles. Et là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que les Allemands ont dit ok, on passe par la banque Gazprom, on ouvre un compte là-bas et on continue d'acheter du gaz russe en roubles. Donc ça crée une demande pour le rouble. Bien évidemment, qui du coup se répercute sur les cours. Auparavant, tout ça était fait en dollars. On a également je crois que c'est la Pologne et un autre pays dont je me souviens plus le nom qui sont en train de plus ou moins faire la même chose. La France l'a fait via Engie aussi. On a ouvert un compte Gazprom et on a accepté de payer le gaz en roubles. Neobank Revolut qui veut se lancer dans un DeFi avec une offre de lending et de stacking intéressant. Revolut qui est de plus en plus utilisé, un peu comme on a avec aussi N26, et le fait qu'ils proposent déjà des cryptos au niveau de leur appli, ça leur apporte, je pense, une bonne plus-value. Et même pour les cryptos, c'est aussi assez cool parce que ça permet vraiment au mainstream de rentrer, même si je trouve que c'est pas du tout le plus rentable à faire de rentrer sur Revolut pour acheter des cryptos. Il y a mieux, mais c'est vrai que pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, c'est assez utile. Mais accroche-toi bien, j'ai une autre nouvelle inédite. Le lanceur d'alerte Edward Snowden révèle qu'il faisait partie des 6 personnes qui ont lancé la crypto-monnaie Zcash et qu'il se cachait même donc derrière le pseudonyme John Dobertin. Pour ceux qui ne connaissent pas Edward Snowden, c'est une figure emblématique de la cybersécurité, mais également un lanceur d'alerte en matière de surveillance gouvernementale. Et une vidéo de Zcash Media montre une interview de Snowden dans laquelle il souligne qu'il a été impliqué parmi les 6 personnes qui ont créé le Zcash. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien cette crypto, le Zcash, c'est une blockchain décentralisée qui utilise des preuves zero knowledge dans les transactions. Et en fait, les transactions de Zcash ne peuvent pas être suivies.
et les montants transmis ne peuvent pas être déterminés, contrairement par exemple au Bitcoin qui est totalement transparent. Et il a d'ailleurs déclaré qu'il était très heureux de voir que le projet Zcash nous rapprochait de plus en plus de l'idéal d'une monnaie libre mais également privée. Pour finir, je voulais vous parler de Telegram. Telegram qui introduit une nouvelle fonctionnalité, le paiement en crypto avec la crypto-monnaie TON, qui était la crypto-monnaie que devait lancer Telegram initialement, mais la SEC leur a interdit de la lancer. Du coup, ils l'ont redonné à la communauté a redéveloppé tout ça avec un peu le support de Telegram, mais pas un support, on va dire, trop officiel. C'est vraiment un projet communautaire sans la participation de Telegram, mais ils se sont quand même intégrés à l'application Telegram. Et voilà, maintenant on peut désormais envoyer de la crypto sur Telegram. On sait que Telegram c'est une appli qui est très très utilisée dans le monde crypto. Et ben voilà, regardez la vidéo, on peut voir en direct comment ça marche. Il y a un petit bot, il y a le bot wallet avec lequel on peut interagir et choisir d'ajouter l'item au menu. Ensuite, comme vous envoyez une pièce jointe, vous pouvez choisir d'envoyer de l'argent. Donc vous mettez pièce jointe, vous choisissez wallet et vous sélectionnez combien de TON vous voulez enlever, de TON vous voulez enlever. Donc voilà, c'était tout pour les actualités crypto de la journée. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.